Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties avec dans un instant le Journal des territoires que je vais vous présenter avec le réseau VIA, les télévisions locales et la presse quotidienne régionale. Puis ce sera Territoire d'info, deuxième partie de cette édition avec Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Enfin, c'est Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique en troisième partie de cette édition. Ça démarre tout de suite avec le JT des territoires. Dans un instant, à tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est le JT des territoires. On démarre avec toit envolé, navire évacué, intervention des pompiers. L'orage survenu a laissé des traces en Savoie-Mont-Blanc. Un épisode météo exceptionnel qui a causé plus de peur que de mal, mais qui aura de lourdes conséquences pour plusieurs entreprises des bords du lac d'Annecy. Regardez ce reportage d'Emmanuel Jo pour 8 Mont-Blanc. Avec des rafales de plus de 120 km/h, les abords du lac d'Annecy ont subi de plein fouet les orages de ce lundi 1er juillet. À Doussard notamment, où le toit de la salle polyvalente s'est partiellement envolé, alors que près de 200 personnes étaient rassemblées dans l'édifice pour un concert. À quelques mètres de là, de nombreux chalets d'accueil qui servaient de bureaux aux différentes compagnies de parapente ont tout simplement été soufflés. Un coup dur pour tout un secteur d'activité à quelques jours seulement de l'arrivée des premières grosses vagues de touristes. Alors on a de la chance, on n'est pas encore en totale vacances scolaires. On est sur une semaine un petit peu de transition où on peut se dire qu'on a un flottement, un battement de 4-5 jours. Ça c'est la bonne aubaine. Ça serait arrivé au mois de juillet. Là on était cuit. Donc là on va mettre tous les moyens ensemble. On va essayer de se regrouper et puis de faire au plus vite. Mais c'est sûr que les clients qui ont pris leurs vacances là maintenant, quand ils vont arriver cet après-midi ou demain devant les chalets, ça va faire bizarre. Sur le lac d'Annecy, c'est le bateau-restaurant Le Libellule qui a essuyé les âpres de la tempête. Une évacuation des 28 clients et de quelques membres de l'équipage a même été nécessaire, alors que l'embarcation avait pourtant l'habitude de naviguer pendant des alertes oranges. Ce qui s'est passé dans le bateau, c'est qu'il y a des choses qui ont basculé, les bouteilles du bar, la vaisselle, tout ça, les frigos. Donc on a fait venir un autre bateau vers 23h30 pour récupérer tous les clients et le personnel qui n'était pas de navigation, avec des personnes de cuisine, de service. On a refait une inspection ce matin de la coque. On a deux choses à faire à court terme, c'est remettre le bateau en état, parler avec le personnel qui était sur le site, parce que c'est un peu une situation un peu difficile, et puis ensuite repositiver tout ça. Si le Libellule restera donc encore bloqué au port quelques jours, le bilan aurait pu être bien pire. Un blessé est toutefois à déplorer après la chute d'un arbre sur son camping-car. Pris en charge par les pompiers, il est sorti de l'hôpital en fin de matinée. On se rend dans les Vosges maintenant, les sécheresses se suivent et se ressemblent. Un problème notamment pour les agriculteurs qui vont devoir faire évoluer leurs pratiques. Dans les Vosges, justement, après la réunion sur les aides d'urgence qui ont été accordées aux exploitants victimes de problèmes de trésorerie lors de la sécheresse de 2018 notamment, et compte tenu du changement climatique, les regards se tournent désormais sur les années à venir et le constat est clair, il faut repenser l'agriculture. Thierry Lasson pour VIA Vosges nous l'explique. C'était bien la première fois qu'en novembre, nous avions toujours un arrêté de sécheresse en vigueur. Propos du président de la Chambre d'agriculture des Vosges, au GAEC de la famille Delette à Frémy-Fontaine, entre Bruyères et Rambert-Huillet, en évoquant la situation météo exceptionnelle qui avait tant fait souffrir le monde agricole en 2018. On avait fait des premières coupes normales en début 2018 et après plus rien. Et dès fin juillet, on a nourri les animaux comme en hiver. Pour éviter que les producteurs décapitalisent et qu'on baisse la production d'élevage et production de lait, de viande et donc le revenu des agriculteurs, on a mobilisé départements, régions et États. Le conseil départemental qui consacre chaque année plus de 3 millions d'euros à l'agriculture n'avait pas hésité devant les difficultés de trésorerie rencontrées par de nombreux exploitants à débloquer une aide supplémentaire déjà versée ou en cours de perception. Il y a eu 706 exploitations qui ont pu bénéficier de ce dispositif avec un montant d'aide maximum de 870 €
pour une enveloppe globale de 600 000 €. Avec ses 64 vaches laitières, Michel Delette est l'un de ceux qui a pu bénéficier de ce coup de pouce providentiel. C'est sûr, parce qu'en plus que les prix, nous on achète beaucoup de paille, le prix de la paille a flambé. Donc ça permet, avec l'aide, d'avoir un coût comme les autres années, quoi. Ça nous a aidés. Mais, et alors que nous sommes en pleine canicule, les regards se tournent déjà vers demain. Le monde agricole va devoir se repenser en termes de culture, de conception de ses bâtiments et de stockage de l'eau. On ne va pas faire le barrage du Serponçon, mais des stockages d'eau ici ou là sur le département, que ce soit pour la production agricole, l'élevage, mais aussi pour l'alimentation en eau de nos populations. On commence à se poser des questions, parce qu'il y a quelques années, on mettait des ardoirs anti-gel pour que l'hiver ça ne gèle pas. Aujourd'hui, on met des ventilateurs. Pour un élevage laitier, c'est pas facile, parce que les vaches n'aiment pas la chaleur. En dessous de 25 degrés, elles commencent déjà à souffrir. Que réserve cet été? Sera-t-il aussi chaud et sec qu'en 2018? Les aides d'urgence du département devront-elles être renouvelées? Un point sera fait à l'automne. Il s'en passe des choses en France et dans les territoires. Après le covoiturage, voici le cotoiturage. Le nouveau marché d'intérêt national de Nantes trouve désormais son énergie sur son toit grâce à Minatoit. C'est une centrale photovoltaïque citoyenne. Cette grande toiture solaire citoyenne en autoconsommation est unique en son genre et elle a été inaugurée il y a quelques jours avec au programme visites, rencontres et grands jeux coopératifs. Pour tout savoir sur cette nouvelle énergie citoyenne, regardez ce reportage de nos confrères de Télé Nantes. Le jeu pour sensibiliser aux problématiques climatiques. L'occasion pour les membres du collectif Minatoit de présenter ce projet citoyen de cotoiturage. 3000 m² de panneaux photovoltaïques déployés sur le nouveau mine. Les 1600 panneaux photovoltaïques du mine ont été financés par 314 contributeurs, des citoyens producteurs d'énergie renouvelable. Moi, maintenant, quand je vois le mine, avant c'était un projet de la métropole, assez éloigné de moi. Maintenant, c'est quelque chose, j'en possède un bout et voilà, on y allait. Donc, on montre qu'on peut être citoyen, qu'on peut investir, qu'on peut être des citoyens actifs qui investissent dans la transition énergétique. Et du coup, ça devient autre chose, ça devient quelque chose auquel on participe, qu'on peut s'approprier et ça nous donne envie d'aller plus loin sur l'économie d'énergie, etc. Minatoit, un projet unique en son genre par sa taille et son mode de financement participatif. C'est à travers Coat, une société citoyenne engagée dans le cotoiturage de particuliers, que Minatoit a été créée. Les habitants de l'agglomération deviennent actionnaires et co-gérants de cette centrale citoyenne. La somme minimale requise est de 100 € pour financer l'achat des panneaux. Une manière de s'approprier les problématiques énergétiques. On va avoir des consommateurs, des gens qui consomment et qui produisent. Et du coup, cette prise de conscience de ce que c'est l'électricité. Et ces productions, soit on laisse faire ceux qui veulent le faire, soit on prend la main dessus pour dire nous on veut que ce soit du renouvelable, local, et que les bénéfices qu'on génère avec l'énergie du soleil, ils restent en local. Les panneaux photovoltaïques vont alimenter en électricité les réfrigérateurs du mine. La centrale solaire produit 500 MWh par an, l'équivalent de la consommation électrique de 160 foyers. Voilà, si vous aimez les jeux, le e-sport ou les jeux en réseau prennent de l'ampleur. Mais pour jouer en ligne de façon optimale, la fibre optique devient une obligation, surtout dans les villages où le débit est souvent très bas. Le déploiement de la fibre initié par le département de la Moselle est donc une bonne nouvelle pour les joueurs, mais pas que. Un reportage de Fanny Bragard pour Via Mirabel, notre partenaire. Pour les adolescents, connectés en permanence à Internet, l'arrivée de la fibre optique est une révolution. Elle est jusqu'à 100 fois plus rapide que l'ADSL, aujourd'hui dépassée. Pour jouer à la console, ça va déjà plus vite. Tout simplement, si on joue contre, je prends l'exemple, si on joue contre des Parisiens, eux, ça va plus vite chez eux. Mais il n'y a pas que ça. Je pense peut-être pour regarder des émissions en replay ou capter Internet plus vite, avoir plusieurs smartphones ensemble, une tablette et la télé. Voilà pourquoi c'est important pour jongler avec tout ça. Devenu indispensable, l'accès à Internet prend une autre dimension avec la fibre. Avec un débit minimum de 100 mégabits par seconde, le développement numérique s'étend dans les zones rurales, mettant fin aux zones blanches qui perduraient en Moselle. J'avais une réunion samedi matin avec les maires de Moselle pour leur dire maintenant il faut passer à un usage essentiel, c'est celui de la pédagogie numérique. C'est le maintien à domicile des personnes âgées, c'est l'aide à la personne, c'est la sécurité civile, c'est la vidéosurveillance. C'est tout cela qu'on est en train de mettre en place et de bâtir maintenant pour que la fibre soit une chose, mais l'usage, c'est ce qu'attendent nos concitoyens, ici à Anzelin, comme à Metz ou comme à Sarreguemines. Initié en 2015 par le département, grâce à une enveloppe de 124 millions d'euros, le déploiement de la fibre en Moselle profite aujourd'hui à 40 000 foyers.
Avec le raccordement du plateau de Dallstein, ce sont 1700 nouveaux logements qui sont raccordés au très haut débit et voient ainsi s'ouvrir des possibilités infinies. On est entré dans un monde de la production, la diffusion audiovisuelle, dans un nouveau monde de déploiement des possibles et des nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant, comme aujourd'hui cette manifestation qui illustre l'arrivée d'un fibre sur un territoire. D'ailleurs, je dirais que quoi de mieux qu'un événement de jeux vidéo pour montrer les capacités de la fibre, parce qu'à partir d'un événement où vous avez besoin d'être connecté, vous le diffusez en direct sur Internet et puis il n'y a pas de limite. En quelques années, les sports électroniques ont gagné des millions de fans à travers le monde. Avec l'extension d'ici fin 2020 de la fibre dans toute la Moselle, ces jeunes sont peut-être les futurs cracks du gaming. Un drôle d'engin a fait son apparition dans les rues du centre-ville de Montpellier depuis avant-hier. En effet, la Poste teste actuellement un robot électrique appelé chariot suiveur qui est programmé pour repérer et suivre grâce à des capteurs les jambes du facteur et éviter ainsi les obstacles. Les avantages de ce type d'équipement sont divers et Tristan Lapierre de Via Occitanie nous en dit plus. Regardez. En voiture, c'est pas pareil. Après, on a le... faut stationner, il faut faire plus attention aux piétons du coup aussi. Donc c'est autre chose. Quand la livraison de colis devient un jeu d'enfant, dans l'écusson de Montpellier, on expérimente un nouveau type de chariot. Fixé sur 4 roues et totalement électrique, cet appareil semi-autonome suit le facteur grâce à des capteurs. Un système innovant qui ne pollue pas. C'est fantastique, ça, c'est merveilleux pour l'écologie en plus. Pourquoi il y a toujours des machines qui vont remplacer les hommes qui vont travailler? Il y en aura maintenant des personnes qui vont aller en chômage si vous appliquez ces genres de machines. Mais que les facteurs se rassurent, le chariot a besoin d'être guidé et ne peut fonctionner seul. Le dispositif leur assure même une livraison sans effort. C'est l'un des objectifs recherchés par la direction. Aujourd'hui, quand on conduit un véhicule, quand on a même un véhicule 3 roues ou un chariot, il faut véhiculer son moyen de locomotion. Il faut monter, descendre d'une voiture, etc. Avec un chariot suiveur, le facteur est complètement disponible et n'est jamais encombré avec un matériel à gérer dans ses mains. À Montpellier, ville de 430 000 habitants, le chariot suiveur doit aussi permettre une circulation plus fluide. La Poste veut anticiper un volume de colis qui, boosté par le e-commerce, devrait aller crescendo jusqu'en 2025. Voilà, reportage de Via Occitanie, nos partenaires du JT des Territoires. Dans un instant, c'est la une des titres de la presse quotidienne régionale. Et puis le club de la presse, à tout de suite. Deux nouveaux visages à la tête de l'Europe, Saveria. Et oui, c'est la une de Ouest France ce matin. Bonjour à tous. Retenez bien ces noms. Christine Lagarde, bien sûr. Ursula von der Leyen, Charles Michel et Joseph Borrell. C'est la nouvelle équipe dirigeante de l'Europe. Un accouchement au forceps après plusieurs jours de discussion. Christine Lagarde prend donc la tête de la Banque Centrale Européenne. L'Allemande prendrait la tête de la Commission. Le Premier ministre belge Charles Michel serait nommé à la tête du Conseil européen. Et puis Joseph Borrell, qui est l'actuel ministre espagnol des Affaires étrangères, devient haut représentant de l'Union. C'est la première fois que deux femmes accèdent à des responsabilités européennes de premier plan. Ursula von der Leyen est donc la première femme à la tête de la Commission. Et c'est la première fois depuis 52 ans que l'Allemagne occupe la présidence de la Commission. C'est donc réjoui, bien sûr, la chancelière Angela Merkel. On y revient dans un instant avec Hubert Coudurier et Thierry Dupont dans le club de la presse. Ces nouvelles têtes à la tête de l'Europe. Merci. Ça ne veut rien. On continue avec la une de Nord-Éclair. C'est les urgences dans les hôpitaux ce matin. Oui, la mobilisation continue dans les services d'urgence. Hier, une soixantaine de soignants en grève se sont mobilisés devant le CHU de Lille. L'objectif, faire entendre leur malaise sans cesser le travail, car les agents hospitaliers ne peuvent pas abandonner les patients dans les couloirs. Le malaise est profond, le manque de moyens criant, la sécurité des patients est assurée, rassure Patrick Goldstein, qui est le chef du pôle urgence au CHU de Lille. On change complètement de sujet. À la une de l'Indépendant de Perpignan, c'est la canicule qui brûle les vignes sur place. Oui, le phénomène est inédit en France. De nombreux viticulteurs de l'Hérault et du Gard ont perdu jusqu'à 50% de leur production de vignes pendant la canicule. Les raisins ont littéralement grillé au soleil sous une chaleur montant par endroits jusqu'à 45 degrés. De la vallée de l'Agly au littoral, les vignes ont brûlé du fait de la canicule de ces derniers jours. De nombreux viticulteurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude
ont perdu une grande partie de leurs vignes. Et ce phénomène ne touche pas que les vignes. Arbres fruitiers, pommiers, abricotiers sont également très sévèrement endommagés. Et puis à la une de Vosges Matin, ce sont ces maires qui jettent l'éponge finalement. Oui, alors que les municipales se profilent, les maires vosgiens parlent et témoignent de leur lassitude, baisse des dotations, journée à rallonge et puis surtout le sentiment de ne plus être considérés. Ils vont être nombreux à décider de ne pas se représenter lors du prochain scrutin. Le taux de démission des maires serait en hausse de 55% depuis 2014, épuisés par la tâche et se sentant déconsidérés. Pour leur venir en aide, l'Association des maires de France réclame un fonds spécial pour les communes les plus en difficulté. Question tout à l'heure à notre invité politique, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera sur ce plateau. La Provence, ce matin, on est puni. En fait, ce sont les tarifs les plus chers de France en matière d'assurance auto. Absolument. On est puni, nous disent les Marseillais. 700 € annuels en moyenne dans le département. C'est le tarif d'assurance auto le plus cher de France. En cause, les accidents, le vandalisme et les vols qui font grimper les tarifs des assurances. Les Français payent en moyenne 568 € chaque année pour assurer leur voiture. Voilà, Renaud Muselier tout à l'heure sur ce plateau, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci Savaillant, on vous retrouve en fin d'édition pour l'actualité parlementaire. Dans un instant, le club de la presse, je vous annonce Hubert Couturier et Thierry Dupont, ils sont là. Thierry Dupont de l'Express, bonjour, merci d'être avec nous dans le club de la presse, Cyril. Comme souvent, et bonjour Hubert Couturier, vous êtes le directeur de l'information du Télégramme. Bonjour Cyril. Et vous êtes le président de 2 chaînes TNT importantes en Bretagne, TBO et TB Sud. Merci d'être sur notre plateau ce matin. Le Télégramme, justement, on en vient à vous tout de suite. Titre: 2 femmes à la tête de l'Europe. Alors, ce couple franco-allemand est finalement gagnant pour vous? Est-ce que vous connaissez Ursula von der Leyen? Ministre de la Défense allemande. C'est d'abord la fille d'un homme politique influent en Allemagne qui avait été... Non, c'est d'abord une ministre importante. Non, mais il faut raconter son parcours. Son père était Premier ministre de Basse-Saxe. C'est devenu ensuite la protégée de Mutti, Mme Merkel, qui en a fait une ministre des Affaires sociales. Et ensuite, elle est devenue ministre de la Défense. Et elle était à ce titre très proche de Jean-Yves Le Drian. Ils se sont même fait remettre un prix ensemble à Paris il y a 2 ans. Très, très francophone, elle parle très bien le français. Elle parle couramment le français, c'est une femme de caractère. C'est pas évident d'être ministre de la Défense dans un pays qui est en pleine... révolution copernicienne sur les questions de défense depuis le nazisme. Elle avait viré son secrétaire d'État à la Défense pour la revue des matériels et elle a fait nommer un audit de McKinsey. Donc c'est une femme de caractère. Et elle n'est pas très populaire en Allemagne, on lui reproche. Elle incarne un peu, je dirais, les gens d'en haut. Ouais, c'est l'aristocratie allemande dans toute sa splendeur. Et donc effectivement, elle suscite des jugements mitigés. Alors oui, Christine Lagarde. Moi, Christine Lagarde, elle quitte donc la direction générale du Fonds monétaire international, qui est un poste ultra prestigieux. Elle est installée à Washington pour venir diriger donc la Banque centrale européenne. Pourquoi? C'est plus important la Banque centrale européenne? En tout cas, c'est plus important, c'est très important pour nous. Vous savez que le FMI n'intervient pas dans notre zone et que la BCE a joué un rôle considérable au moment de la crise financière en 2008. Mais en termes de poste, c'est plus prestigieux la Banque centrale C'est européenne? pas une question de prestige, c'est une question de moyens. Ça a été stratégique. Pour réguler la crise financière, Mario Draghi, son prédécesseur, a mis des quantités considérables sur le marché pour tuer la spéculation. Donc c'est un poste absolument capital, presque aussi important que la présidence de la Commission. Et surtout, ça illustre, je dirais, après une forme de confusion et de pagaille des derniers jours, qui ont vu que sans couple franco-allemand, l'Europe ne pouvait pas avancer. Le couple franco-allemand s'est ressoudé autour d'Emmanuel Macron et de la chancelière Merkel. C'est réel ça? Ça tiendra, ce couple franco-allemand ressoudé, comme dit Hubert Couturier? On pourra le voir à l'usage. Ce qui est frappant, c'est qu'une Allemande, une Française, un Belge... Et Charles Michel, Premier ministre. Il faut oublier les hommes. Oui. Et finalement, très peu d'Européens de l'Est.
On dit que ça va venir. On dit que ça va venir, hein, que dans les prochains jours, les futures nominations. Il y a la présidence du Parlement. C'est vrai. Les top jobs, pour l'instant, sont uniquement sur l'Europe occidentale. Qu'est-ce qu'on peut dire de Charles Michel, justement, puisque vous en dites un mot? Il était un petit peu en difficulté en Belgique, hein, ça ne marchait pas trop fort pour lui, et donc il trouve un poste extrêmement prestigieux, là, par contre, hein, la présidence du Conseil européen. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été des choix qui se sont faits rapidement. Bon, lundi, ça a été un peu pagaille à Bruxelles. Enfin, quand on voit le temps qu'il faut pour former un gouvernement en France, comme le souligne notre éditorialiste Henri Lauré, quand on voit... je veux dire, les choses se sont bouclées rapidement. Vous pouvez imaginer qu'il y avait eu déjà des échanges auparavant, mais il y avait aussi urgence parce que le spectacle donné était quand même assez... produisait de la confusion quand même, et puis surtout on voyait que ça continuait à y avoir des ratés dans le fameux moteur franco-allemand. Pourquoi on dit, on voit Charles Michel derrière vous, Thierry Dupont, on dit que c'est un grand allié d'Emmanuel Macron, Premier ministre belge? Je crois parce qu'ils se connaissent bien et qu'ils ont une convergence de vues sur un certain nombre de sujets qui Emmanuel Macron a placé ses pions ou pas? Non, parce que franchement, on ne peut plus dire ça. On est passé d'un stade où on disait Emmanuel Macron est isolé en Europe et totalement impuissant. Et ce matin, on dit qu'il a pris la main. Donc il faut trouver un équilibre. On ne peut pas oublier qu'aujourd'hui l'Europe se fait à 28, que c'est compliqué, chaotique, qu'il y a des tendances souverainistes qui s'affirment très fort dans les ex-pays de l'Est, etc. Donc c'est pas non plus, c'est pas la France qui revient en force. Faut arrêter les cocoricots, faut arrêter de se surestimer et en même temps de se sous-estimer. Alors, on revient avec vous dans une minute sur la visite en Corse d'Édouard Philippe et votre éditorial à ce propos, Hubert Coudurier, dans le Télégramme. Thierry Dupont parle de l'Express cette semaine avec un long papier, un portrait j'allais dire, sur Jean-Michel Blanquer, hein, un ministre très pressé d'aller vite, vous dites. Hein, un homme pressé. Et de marquer son empreinte sur ce ministère. Il était à la tête d'un ministère très compliqué, qu'il connaît très bien, puisqu'il a été directeur général de l'enseignement scolaire. Il était la doublure pendant longtemps des ministres en poste. Il connaît très bien la maison. Il a marqué des points. Le ministre des nostalgiques de l'école à l'ancienne, vous écrivez. Oui, parce qu'il avait... Parce qu'il a interdit le portable en cours, oui, etc. Il voulait revenir aux savoirs fondamentaux. Il avait dit qu'il aimait bien qu'on pratique la chorale. Il avait interdit le portable à l'école. Donc c'était des marqueurs... c'était à la fois un technocrate conservateur et un pédagogue réformateur. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la maison et qui sait qu'il faut du temps pour lancer les réformes et que lui, il veut absolument... il s'inscrit dans ce quinquennat et donc il veut absolument lancer le maximum de réformes avant 2022. C'est vous qui avez choisi la photo, là où on le voit danser derrière vous, avec une tête qui n'est pas ministérielle, hein, la tête non ministérielle. Malgré une réforme du lycée contestée, les épreuves du bac, les fameuses, on l'a beaucoup traité, hein, notamment dans le JT des territoires chaque matin, se sont déroulées sans perturbation réelle. Oui. Donc il a réussi son coup de ce point de vue-là. Pour l'instant, oui. Alors vous avez vu qu'il y a encore une menace de rétention des notes, mais on pense que ça ne va pas perturber le déroulement la proclamation des résultats. Il a plutôt réussi son coup. Même si, là encore, lui, il avait une idée assez claire de ce qu'il voulait faire, hein, mettre fin aux fameuses filières L, ES, S. Et puis, avec ce tronc commun, ces options, tout ça, même si l'application sur le terrain, elle est quand même pas aussi rectiligne que lui le voulait. C'est-à-dire qu'entre le moment où lui décide dans son bureau et l'application sur le terrain, voilà. C'est une lourde administration. C'est une lourde administration. Il a quand même eu le courage de nommer les choses, de dire les problèmes et d'attaquer parfois un certain malthusianisme syndical sans férir. Enfin, je veux dire, on n'est pas revenu à Claude Allègre, mais quand même, il dit les choses. Pressé. Le ministre de l'Éducation nationale. Donc, Jean-Michel Blanquer dans l'Express cette semaine. Juste un mot sur la visite en Corse d'Édouard Philippe. C'est la première fois en tant que Premier ministre qu'il fait une visite en Corse. Vous savez que ça s'était très mal passé avec Emmanuel Macron, qui était venu réaffirmer une première fois au moment de l'hommage rendu au préfet à Érignac la prééminence de l'État et des nationalistes qui, un peu saisis par l'ivresse du pouvoir, puisqu'ils ont conquis l'exécutif local,
avait décidé de lui imposer un certain nombre de leurs exigences. Le Premier ministre les voit. Donc, le Premier ministre les voit. On connaît les exigences des nationalistes. Un statut de résident totalement abracadabrant parce que les Corses seraient plus Corses que les métropolitains. L'amnistie des prisonniers politiques, c'est classique. Enfin, il y a un certain nombre d'exigences. Une autonomie encore accrue de l'exécutif corse. Mais alors tout ça aussi sur fond de division entre eux, c'est-à-dire que... connaissance de la langue. Ouais. La langue. Bien évidemment. Co-officialité. Et à côté de ça, vous avez... Ça parle deux personnages. Vous avez l'exécutif avec Simeoni, qui est un homme plutôt pondéré, qui tient les cordons de la bourse, et Talamoni, qui est un tribunicien en permanence et qui pousse le bouchon toujours un peu loin. Et donc là, je pense que Édouard Philippe va devoir faire preuve de doigté pour ne pas aggraver les choses, parce que depuis la crise des Gilets jaunes, les Corses se sentent pousser des ailes. Voilà, votre éditorial dans le Télégramme sur la visite du Premier ministre en Corse aujourd'hui. Première visite officielle d'Édouard Philippe dans l'île. Thierry Dupont, juste, il reste quelques secondes. Un François Hollande décrit dans l'Express comme voulant revenir, pas voulant revenir. Ses amis pensent qu'il faut qu'il y aille, d'autres qu'il n'y aille pas. Compliqué, ça. Oui, je pense que c'est compliqué dans sa tête encore. On a bien vu qu'il était quand même... Il y a toujours la petite musique du François Hollande en recours. On voit aussi que quand même les Hollandais historiques, que ce s'agisse de François Rebsamen ou de Stéphane Le Foll, eux, on commence à avoir des doutes sur l'avenir politique de leur ancien mentor. Pour l'instant, celui qui est plutôt un peu en avance, c'est plutôt Bernard Cazeneuve. Et d'ailleurs, Michel Sapin, qui est sans doute le plus proche des proches de François Hollande, lui pousse plutôt l'option Bernard Cazeneuve. Thierry Dupont de l'Express, Hubert Coudurier du Télégramme, vous restez avec nous. On va regarder ensemble la météo des territoires avec ce temps qui s'améliore, beau temps dans tout le pays et moins de canicule, plus de canicule d'ailleurs. A tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà, dans un instant, c'est le Zap Monde de TV5 Monde avant l'invité politique Renaud Muselier qui sera en direct sur ce plateau. Ce sont les premières images de Tripoli en Libye où 40 morts après une frappe contre un centre de rétention de migrants sont comptabilisés. Des responsables du centre ont attribué le raid aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Puis nous nous rendrons du côté d'Israël où des manifestations de colère ont lieu dans plusieurs villes d'Israël. Un jeune Israélien d'origine éthiopienne a été tué par un policier qui n'était pas en service et cette affaire ressuscite le sentiment de discrimination ressenti par cette communauté d'origine éthiopienne qui vit en Israël, avec des mots du Premier ministre pour eux, Benjamin Netanyahou. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Ce sont les premières images en provenance de Tripoli. Des sacs mortuaires sortis d'un amas de débris par les secouristes avant d'être alignés à l'extérieur. Le bâtiment, situé à Tajoura, dans la banlieue de la capitale libyenne, était un centre de détention pour migrants. Il a été touché de plein fouet par une frappe aérienne qui a complètement détruit le hangar. Les bilans sont très aléatoires, plusieurs dizaines de morts et de blessés selon les services de secours libyens. Depuis la chute de Bouteflika, Lakhdar Bouraga, 86 ans, n'a pas manqué une manifestation. Les marches du vendredi lui ont donné, semble-t-il, une seconde jeunesse.
Il est normal que l'organisation refuse le 5e mandat. C'est une priorité maintenant. Il faut retirer cette candidature. C'est la rue qui réclame ça maintenant. Et pour moi, il faut que l'opposition décide de rejoindre la population et descendre dans la rue. Lakhdar Bourega a accusé le chef d'état-major de l'armée, le général Salah, de vouloir imposer son candidat lors d'un futur scrutin présidentiel. Le lendemain, 2 hommes en civil viennent l'arrêter. Les circonstances du drame sont encore très imprécises, mais il est une certitude. Le policier qui a tué un jeune Israélien d'origine éthiopienne dimanche dernier n'était pas en service. Solomon Teka était âgé de 19 ans. Il a été abattu à Kiryat Shahin, près de Haïfa, dans le nord du pays. Il y a des criminels à l'intérieur du système policier et cela cause des décès. Il y a eu de nombreux cas de personnes blessées par la police israélienne et nous sommes ici pour arrêter ça. Arrivés en Israël dans les années 80 et 90 par décision du gouvernement israélien, les Falachas se plaignent depuis très régulièrement de discrimination raciste. Jouer le Requiem de Mozart dans la fosse et en plein air pour les musiciens de l'ensemble Pygmalion, c'est une première, mais ce ne sont pas eux qui ont la partition la plus difficile. Surtout que c'est compliqué pour le chœur, parce que le chœur, en fait, ils ont énormément de choses à faire, ils dansent sur des parties qui sont très difficiles. Les voilà donc chantant et dansant ces ballets inspirés du folklore des Balkans, ce qui est déjà une prouesse en soi, mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Alors ce qu'on nous a demandé de plus dingue dans cette production, c'est moi on m'avait jamais demandé avant, c'est-à-dire qu'on est censé plusieurs terminer nus.